Oui, bienvenue à ce nouveau numéro de la grande interview. L'actualité reste dominée par les discours de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Matata Ponyomapon écope 10 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Et le ministre Moutamba dans les viseurs de la justice. Les procureurs près de la Cour de cassation, Fimé Bondé, demande à l'Assemblée nationale la levée des immunités du ministre de la Justice pour un présumé de détournement de 19 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de gré à gré pour la construction de la prison de Kisangani. Comment se passe la passation du marché de gré à gré? Nous avons un spécialiste maison qui est sur ce plateau et vous allez découvrir avec moi. Lui, c'est Alain Moukouna. Il est analyste politique et cadre de l'IDPS. Alain Moukouna, bonjour et bienvenue dans la grande interview. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de régulièrement penser à moi pour venir intervenir sur votre plateau. Je me rends compte que le décor a changé. Ouais. Ça montre que la République aussi est en train de changer. On le voit, on le sent au travers de certains plateaux. Donc on sent qu'il y a le souci de mieux faire qui doit animer chaque Congolais. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS. Quelle est la santé du parti aujourd'hui? Le parti se porte à merveille malgré quelques petits problèmes qui ne manquent jamais dans la vie d'un homme, d'une association, d'une nation. Le parti se porte à merveille. Et les petits différends continuent à perdurer. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un moyen de mettre un peu d'eau dans votre vin, parler le même langage, soutenir le chef de l'État? Parce que nous sommes pendant une période cruciale où la nation mère, la mère nation est en danger. Il n'y a-t-il pas moyen de parler un même langage? Ça va arriver, ne vous en faites pas, ça va bientôt arriver. C'est le souci de tous les Congolais. Ils m'ont demandé quand vous allez recevoir Alain Moukouna, dites-lui quand est-ce que l'IDPS va parler le même langage. On ne sait pas le dire à quel moment. Je crois qu'au moins il y a un langage commun que nous parlons. C'est le langage de l'UDPS. Nous nous reconnaissons tous comme étant membres combattants de l'UDPS. Tous nous sommes derrière le président de la République, en dépit de quelques différends entre certaines personnalités. Donc il y a un langage commun que nous parlons. En deçà de ça, il y a quand même quelques petits problèmes qui vont être réglés. Quand on est uni, on peut engager les bons résultats. Quand on est divisé, on ne peut pas avoir de bons résultats. Non, ça signifie, malgré ces quelques perturbations, ces turbulences qui prendront évidemment fin très bientôt, bon, on continue à avancer. C'est comme un avion, même s'il passe par une zone de turbulence, c'est pas pour autant que le pilote abandonne l'avion en disant qu'il faut que non. Il continue à piloter, à affronter cette zone de turbulence. C'est le cas chez nous aussi à l'UDPS. Nous affrontons cette zone de turbulence, malgré cela en maintenant le cap avec l'avion. Donc, comme je l'ai dit, que nous nous reconnaissons sur certains points fondamentaux, notamment que nous sommes membres de l'UDPS, que l'UDPS est une et indivisible, que nous sommes tous derrière le président de la République. Mais le reste, je crois que c'est des questions parfois d'individualité qui vont être résolues dans les mois à venir. Et dans cette affaire, qu'est dit votre autorité de référence? Mais l'autorité de référence n'a rien à dire là-dedans parce que maintenant, étant président de la République, il ne viendra pas nous dire ce que nous devons faire. C'est plutôt à nous, responsables cadres. Père de famille, père de famille, je crois que là déjà certainement donné des orientations. Mais il a toute la nation, il a toute la nation à gérer plutôt que de continuer encore à s'affairer. Les gens s'obstinent à comprendre toutes ces orientations de l'autorité de référence. Non, ça va venir. Je vous ai dit que c'est des choses qui vont bientôt trouver solution. Très bien. Il faut laisser au président de la République les chartes de la République et au cadre de l'UDPS, aux dirigeants actuels de trouver des solutions. Ça, c'est pas l'affaire qui doit aller encombrer la tête du président de la République qui pense nation. Il ne pense plus UDPS aujourd'hui, d'autant plus que ce cordon ombilical, il est momentanément coupé parce qu'il ne peut pas être président de la République et continuer à gérer les affaires privées de l'UDPS. Ça, c'est l'affaire des cadres de l'UDPS, des dirigeants de l'UDPS, des combattants de l'UDPS, de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à eux. D'accord. Entrons dans le vif du sujet. Selon notre sommaire, vous présentez, on va parler du discours de l'ancien président Joseph Kabila. Quoi de neuf dans ce discours de Joseph Kabila? S'il y avait quelque chose de neuf, je l'aurais dit.
Mais à ce stade, je le disais sur un autre plateau, je dis que si il m'était donné d'apprécier ce discours, je lui donnerais 27 plutôt sur 100. Donc ça signifie que ce serait 27%. 27% pourquoi? Parce qu'il a eu un texte qui était élaboré en français qu'il a pu lire, mais le contenu était totalement creux. Et il brise le silence en chargeant le régime de Kinshasa des responsables de la crise sécuritaire, de la mauvaise gouvernance. Est-ce que le moment était-il indiqué en parler? Bon, le moment, je pense que c'est à lui seul, il est maître de sa vie. Il lui appartient de savoir à quel moment parler et à quel moment se taire. Mais nous nous posons la question, était-ce le moment opportun pour parler? Il y a eu des massacres des populations, il y a des territoires qui sont tombés. Plusieurs milliers de Congolais qui prétendent défendre aujourd'hui sont tombés sur leur territoire, leur sang a coulé, continue encore à couler, on continue à tuer à Goma, on continue à tuer à Bukavu, on continue à tuer à Bunagana, dans les différents territoires. On est en train d'imposer une vie vraiment dure à nos populations. Nous sommes en contact avec nos populations de l'Est qui sont en train de crier. Vous avez même eu à suivre un pasteur qui parlait en face, je crois, de Bissimo, disant que vous condamnez un régime, vous dites que vous êtes venu nous libérer. Maintenant, c'est pire qu'avant le régime, quand ce régime-là était en train de nous gérer. Maintenant, là, les populations, les véhicules sont pillés, volés et envoyés au Rwanda. Il y a même eu des menaces de mort, ainsi de suite. On continue à tuer la population et même aller tuer les gens qui sont dans les hôpitaux, contrairement aux conventions internationales. Donc, en rapport avec la guerre, les malades, ainsi de suite. Tout est violé systématiquement. Donc, venir parler en ce moment-ci, alors que hier, il avait encore l'occasion de condamner ces massacres, de condamner ce que le Rwanda est en train de faire. Il n'a pas pipé un seul mot. Et aujourd'hui, parler, ça je trouve vraiment... Mais il se présente un homme solution. Il propose des pistes de solutions. Il propose beaucoup de choses. La refondation de l'État. Il parle de la restauration également de la démocratie. Hein? Aujourd'hui, vous ne trouvez pas que vous pouvez vous saisir de sa main tendue pour dialoguer, un dialogue franc avec tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, pour trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent le pays? Homme solution pour rire. Il était là au pouvoir pendant 18 ans. Il aurait pu apporter les solutions dont il parle à date. Il a eu l'occasion de les mettre en pratique, il n'a pas pu le faire. Dans son discours, il n'y a pas de bonnes choses qu'il a dit. Laissez-moi répondre. Je parlais d'abord de l'homme solution. Il était au pouvoir. Les solutions qu'il nous a proposées, c'était les massacres des défenseurs des droits de l'homme. Vous vous souvenez des messieurs comme Rossi Mukendi, il y en a d'autres, même des religieux, Thérèse Kapangala, qui a été tué au sein même d'une église. C'est que notre régime ne peut pas offrir. Les marches de l'époque étaient vraiment étouffées dans l'œuf. Vous imaginez un peu toutes les horreurs que nous connaissons, mais au jour d'aujourd'hui, on n'en connaît pas. Vous vous souvenez, il y a eu des épisodes à l'aéroport, on a tiré à bout portant sur les combattants qui étaient partis accueillir notre mentor Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Il y a tellement de massacres documentés de Kamana Sapou, le temps me manquerait pour en parler. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a certains qui ont inventoré, ne fût-ce que dans le cadre de la mauvaise gouvernance, des cas de détournement d'argent, ils en ont inventoré 49 et disant qu'ils allaient encore continuer. C'est pour dire que si aujourd'hui se présente un homme solution, c'est simplement pour tromper la population. Homme solution aujourd'hui en quelle qualité? Quelle est sa qualité aujourd'hui? Pour qu'il se présente, pour qu'il nous tende la main. En tant qu'ancien président de la République, il a quand même une certaine expérience qu'il peut partager avec l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par exemple. Oui, mais cette expérience qu'il possède, qu'en a-t-il fait? Cette expérience, il en a profité pour créer l'AFC, pour appuyer le M23. D'ailleurs, quand on dit que les M23 étaient défaits, on rit. S'ils étaient défaits, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt l'impression que, comme il l'a dit à la SADC lors de ses adieux, il a simplement dit à ses collègues présidents à l'époque que ce n'était pas un adieu, ce n'était qu'un au revoir. C'est pour dire que derrière sa tête, il y avait les idées de venir renverser le pouvoir
qu'on croyait, qu'on espérait être fragile, le renverser pour récupérer le pouvoir, non plus cette fois-ci démocratiquement, parce que la Constitution ne lui permettait pas plutôt de revenir encore aux affaires. Et la seule solution qu'il avait dans sa tête, c'était de renverser le pouvoir. Éric Kouba, fondateur de l'AFC M23, l'a dit très clairement. Il dit que dans leur réunion, il était question, non pas, certains ont même proposé qu'on puisse tuer le président de la République, un président en fonction, légalement et légitimement élu. Ils ont voulu l'assassiner et c'est toujours, semble-t-il, M. Kabila, homme solution, selon vous dire, qui a dit qu'il ne faut pas plutôt le tuer, il faut plutôt renverser son pouvoir parce qu'il risque de paraître comme un héros national si on le tuait. Donc c'est pour dire... ces propos. Mais ces propos viennent ce ne sont pas mes propos, c'est des propos d'un fondateur de l'AFC. Il a dit, il a été pris dans les geôles de la justice et des agents de sécurité. Il avoue, non seulement ça, nos services de sécurité disposent de beaucoup d'éléments prouvants qui le prouvent à suffisance et son comportement est pareil. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se prévaloir d'être l'homme solution, c'est plutôt un homme problème qui est en train de nuire à la République qui lui a tout donné. Il ne gère pas. Il lui a tout donné. Il ne gère pas. La République, mais oui, il ne gère pas, ça signifie que nous, comme certains Congolais le disent, nous l'avons reçu, nous l'avons lavé, nous l'avons habillé, nous l'avons vêtu et nous lui avons même donné la possibilité de nous diriger. Ayant joui de certains privilèges, il a cumulé tellement d'argent avec les faits dont j'ai parlé tout à l'heure, des faits de détournement. Il a cumulé tellement d'argent. Avec cet argent détourné, il est en train maintenant d'alimenter les groupes armés et d'alimenter les pays voisins pour nuire à la République. Dans son discours, il dit qu'il ne se bat pas pour sa famille biologique, ou encore sa famille politique. Et il se bat pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour rire. L'intérêt de la nation, on ne se bat pas pour l'intérêt de la nation en alimentant les groupes armés, en alimentant les groupes qui sont en train de tuer les fils de ce pays. Donc ça, c'est une manière de le dire simplement pour les faibles, ceux qui croient un peu bêtement au dire des hommes. Mais nous sommes suffisamment avertis. Nous travaillons sur la base des renseignements. Nous ne travaillons pas sur la base des rumeurs, sur la base des renseignements qui ont démontré suffisamment que M. Kabila est en train de travailler au contraire pour que la République puisse s'effondrer davantage. Donc c'est ça son seul souci. S'il dit qu'il ne travaille pas pour la famille, évidemment, il a déjà accumulé suffisamment d'argent là pour mettre sa famille à l'abri. Sa famille, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas manquer de pain, ne peut pas mendier. Ça, c'est évident. Quand il dit qu'il ne travaille pas pour sa famille, de ce point de vue-là, c'est bien évident. Mais travailler pour la République, quand on a massacré à Goma, on a massacré à Bukavu, s'est-il donné la peine de condamner ces affres? Il n'a pas fait du tout. Certains opposants sur place, je citerai Martin Fayoulou et même Moïse Katumbi, certains autres, ont condamné ces massacres, mais lui n'a rien dit. En ce moment-là, était-il malade? Était-il dans le coma pour apprendre ces informations? Et c'est-tu? Et quelqu'un qui travaille, je crois, pour l'intérêt de la République n'accepterait pas qu'il y ait un seul Congolais qui puisse mourir. Tout ce qui se passe, il sait-tu? Ok, dès l'entame de son speech, au sein de son speech, il parle de la rupture de la coalition FCC et Cash. Il dit qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités et des mensonges. Votre commentaire? Il n'y a que sa bouche qui dit la vérité. C'est pour rire. Mais je crois que l'histoire de ce pays, vous et moi, nous la connaissons suffisamment bien. Nous ne la connaissons pas pour l'avoir lu dans les livres, mais pour l'avoir vécu. Donc l'histoire de ce pays, depuis le maréchal Mobutu, Nzé Kabila fils lui-même et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une histoire que nous avons vécue, que nous partageons au quotidien. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa, dans le siège des institutions de la République. La plupart des manifestations qui s'organisent, nous vivons à Kinshasa. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas venir nous raconter n'importe quoi que nous puissions croire. Donc quand il parle de la coalition, je voulais dire FCC Cash, nous avons suivi les méandres des négociations, ainsi de suite, et c'est que le régime qu'il avait en place, parce qu'à l'époque, ayant manipulé les élections, il avait la majorité, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'est des choses que nous connaissons.
Alors, nous n'allons pas revenir sur ces choses-là. Donc, c'est important de souligner que le FCC Cash a été mis de côté par le président de la République, justement parce qu'il y avait des problèmes qui se posaient. Il y avait des problèmes de gouvernance, ils n'appuyaient pas le gouvernement. Au contraire, ils ont mis plusieurs bâtons dans les roues de sorte que la République n'avance pas. Il y avait le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Mme Janine, qui menaçait le président, M. Alexis Tambo, président du Sénat, qui menaçait de destituer le président. Et le président, un homme averti, ne pouvait pas laisser cela pouvoir continuer indéfiniment. Donc, si on a pu mettre fin à la coalition FCC4, c'était à raison. C'était à raison. Ne voyez-vous pas que, donc il a dit aussi dans son discours qu'il a laissé un bon héritage au président Félix Antoine Tshisekedi. Donc les 145 territoires sont restés intacts. Pas des territoires sous occupation, tels que donc, nos frontières nous ont été léguées depuis 1960. Et aujourd'hui, la situation est morose. Non, morose, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'histoire de la RDC, nous sommes, aujourd'hui, auteurs et nous sommes en train de la vivre. Je me souviens qu'en 2018, lors de la campagne électorale, notre candidat de l'époque et actuel président de la République n'a pas pu, se trouvant au Nord Kivu, se rendre dans certains territoires où il aurait souhaité aller battre campagne, justement parce que ces territoires étaient occupés par des groupes armés. Même son candidat Chadari n'a pas pu s'y rendre, ni Martin Fayou. C'est dire aujourd'hui que la RDC, tous les territoires étaient sous la direction de la RDC, c'est faux. Vous vous souviendrez que lors de ces nombreuses descentes dans le Nord Kivu, lui-même, immédiatement après ces descentes, il y avait des massacres. Donc, dire aujourd'hui qu'il nous a laissé un pays en paix, un pays avec tous les 145 territoires unis est totalement faux. Nous sommes en train de nous battre justement pour réunifier. Ce qu'il a fait, c'était simplement jeter la poudre aux yeux des Congolais en laissant des pans entiers de la République démocratique du Congo sous les bottes des rebelles, de sorte qu'ils viennent s'appuyer sur ça pour renverser le pouvoir. C'est ce qu'il a tenté de faire qui n'a pas marché. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons vous assurer que la RDC n'était pas totalement réunifiée à l'époque où il laissait la RDC. Et simplement, je crois qu'on a suffisamment documenté, à l'époque, le président américain avait demandé au rebelle Paul Kagame de demander à ses troupes de quitter la République démocratique du Congo. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et puis après ça, il y a eu à l'époque quand même les Mamadou Ndala qui se battaient véritablement comme patriotes pour restaurer la paix, mais ce qui n'avait pas toujours été fait à l'époque. Aujourd'hui, quand Joseph Kabila fait les yeux doux à l'armée, veut-il renverser les institutions légalement établies? Mais ça, c'est démontré. Comme vous le savez, étant président de la République, il a eu à nommer des officiers, des hauts officiers. Et il y a certains qui lui sont encore redevables, peut-être. Le commandement. Oui, mais le commandement, au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas un bon commandement, je crois que toute la République démocratique du Congo serait pratiquement sous le contrôle. C'est lui qui a formé ces militaires, il les a recrutés aussi. Il ne les a pas formés tous. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République a lancé une campagne de recrutement des militaires et qui sont en train d'être formés. Et selon les des informations bâclées. Non, mais si vous vous adressez, si vous posez la question à certains officiers sérieux de l'armée de la République démocratique du Congo, ils vous diront qu'au jour d'aujourd'hui, les services de renseignement se sont réveillés, les services de renseignement sont de mieux en mieux équipés. Je ne dis pas que nous avons atteint le summum. Notre armée est en train d'être de mieux en mieux équipée, financée, et c'est pendant cette période, pendant le régime de président Félix Tshisekedi, qui a même eu le vote de la loi de programmation militaire. Ça signifie qu'avec la loi de programmation militaire, les besoins de l'armée se trouvent planifiés sur une période. Parce que vous savez que même la guerre, pourquoi certains ne comprennent pas, nous nous battons assez difficilement. Pourquoi? Parce que les autres s'étaient préparés depuis longtemps. Vous savez, on ne prépare pas une guerre en 2 mois. La guerre se prépare même 5 à 10 ans avant. Maintenant, là, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions
pour équiper suffisamment l'armée de sorte que d'ici 5 à 10 ans, nous soyons imbattables au sein de la République, en fait au sein de l'Afrique, que nous puissions avoir une armée véritablement dissuasive. Maintenant là, nous sommes sous la défensive, nous sommes attaqués et nous nous battons suffisamment pour nous défendre. Mais la prise en charge, je voudrais vous inviter, monsieur le journaliste, à mener une enquête indépendante, une enquête sérieuse. Adressez-vous auprès de l'armée. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir certains éléments de l'armée. C'est que toucher un militaire pendant la période de Kabila et c'est que touche le militaire au jour d'aujourd'hui. Regardez le comportement des blessés de guerre du temps de Kabila. Regardez au jour d'aujourd'hui, je ne vois presque pas des blessés de guerre en train de circuler, de quémander l'argent comme c'était le cas pendant le régime de Kabila. Ça signifie que la prise en charge aujourd'hui des blessés de guerre, la prise en charge des militaires est mieux assurée par rapport à hier. Non seulement ça, et même l'équipement, aujourd'hui l'armée est mieux équipée, un peu mieux casernée, mais il faut du temps pour que nous puissions restaurer l'armée que nous avons connue, qui est dominée sur le plan africain. Mais maintenant, ça va déjà mieux par rapport à hier. Je ne dis pas que ça nous satisfait, parce que nous avons, nous, avec notre régime, des ambitions, nous avons un niveau des objectifs à atteindre. On a commencé par la loi de programmation militaire, il y en aura aussi pour la police nationale. Donc nous sommes en train maintenant de remettre la RDC sur la voie de la bonne gouvernance en ce qui concerne l'armée, la police, toutes les forces de sécurité, et en même temps de nous battre pour restaurer la dignité du peuple congolais, que ce soit le fonctionnaire congolais. Mais c'est un combat de tous les jours, c'est pas des choses qui se ramassent par un coup de baguette magique. Le budget de l'État doit être constitué, il faut qu'il y ait des recettes rassemblées. Des salaires des fonctionnaires qui tardent à venir. Non, mais moi, je peux vous dire que les fonctionnaires sont payés chaque mois. Ça, c'est assuré. Je ne dis pas des choses moi-même, je suis quand même un haut cadre de l'UDPS, je suis un analyste politique. J'assume ce que je suis en train de vous dire. Chaque mois, les fonctionnaires sont payés, les militaires sont payés. Vous avez appris que le salaire des militaires a été doublé, pareil pour les policiers. Et ceux qui sont en front, on a majoré sensiblement leur traitement. Tout ça, c'est pour essayer un peu de redonner la confiance, de mobiliser nos forces, nos troupes, pour qu'elles puissent être en mesure de reconquérir les territoires. En même temps, nous usons d'un autre levier, de la diplomatie. Nous avons autant de leviers que nous sommes en train d'utiliser, et en regardant quels sont les leviers qui nous donnent plus d'avantages, que nous actionnons vraiment avec assurance. Donc, de ce point de vue, nous sommes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer. Ivresse du pouvoir délai, cynisme et tyrannie, Joseph Kabila charge les régimes de Kinshasa. Votre commentaire? Mais lui, s'il y a ivresse, si quelqu'un devait être ivre de lait, c'est plutôt lui. Quelqu'un, je disais tout à l'heure, nous l'avons reçu, nous l'avons habillé, nous l'avons lavé, nous l'avons habillé, comme certains le disent sur les réseaux sociaux. On lui a même donné l'opportunité de nous gérer pendant 18 ans. C'est ces 18 ans-là qui le font rêver, qui l'ont rendu ivre de lait. Et aujourd'hui, c'est comme s'il sortait d'un coma de 6 ans, il pense qu'il est encore au pouvoir. Je me pose la question, à quel titre s'est-il adressé aux Congolais? Il n'en a aucun pouvoir. Ancien chef de l'État, il a l'expérience. Ancien chef de l'État, il a le régime. Non, ça signifie ancien chef d'État, il a le statut constitutionnel de sénateur à vie. Le sénateur à vie n'est pas différent des autres sénateurs. Il n'y a pas un règlement d'ordre intérieur pour les sénateurs à vie par rapport aux autres. C'est le même règlement intérieur qui gère tout le monde. Donc si on parle d'ivresse de lait, c'est plutôt lui qui continue à être ivre, à croire qu'il peut venir diriger encore le pays, alors que pendant 18 ans, il n'a pas pu mieux le gérer que nous. Aujourd'hui, les statistiques le démontrent assez. Nous manquons le temps pour commencer à entrer secteur par secteur pour démontrer que ce que Kabila nous a laissé, c'est des contrats léonins avec les Chinois, que nous avons pu redresser, nous avons pu remettre le pouvoir à l'IGF, à la Cour de compte, ainsi aux organes de contrôle. Aujourd'hui, ça signifie que ceux qui gèrent sont de mieux en mieux contrôlés par rapport à hier. Je le dis en connaissance de cause. Je sais c'est que hier, les dirigeants savent comment le contrôle était assuré. Hier, il n'y avait même pas de contrôle. Il y avait un laisser-aller total.
Mais au jour d'aujourd'hui, ceux qui dirigent, ils ont de plus en plus peur. C'est comme ça que les scandales sont en train de foisonner sur la place publique. Pourquoi? Parce que hier, c'était l'omerta. C'était le silence absolu. Les gens volaient en silence. Ils s'engraissaient. Aujourd'hui, c'est assez ouvert. Assez ouvert parce qu'on dénonce. Parce qu'aujourd'hui, on dénonce. Parce qu'il y a des scandales, l'IGF en parle. Hier, est-ce que vous avez déjà appris que hier, l'IGF avait procédé à un contrôle et l'IGF avait fait un rapport même public? Non, ça n'existait pas, c'était le silence. Aujourd'hui, on en parle parce que les organes de contrôle condamnent, dénoncent, même sur la place publique. Hier, on ne pouvait pas le faire. Qui pouvait hier s'opposer à un premier ministre? Qui pouvait hier s'en prendre, par exemple, à un ministre, à un directeur de cabinet? Qui pouvait le faire? Mais pendant notre régime, ça apparaît. Pourquoi? Parce que c'est dénoncer la démocratie et des millions de dollars. Mais ça, ce sont les mauvaises habitudes que peut-être certains d'entre nous certaines routes. Absolument. Oui. Mais on va parler du cas de Matata, qui est de l'ancienne école. Tout à fait. Du temps de Kabila, vous connaissez bien le professeur Zolobambi. Il a dénoncé. C'était parmi les rares qui avaient eu le courage de dénoncer. Et quand il a dénoncé, quel a été son sort? On l'a mis de côté. Il dénonçait déjà à l'époque le coulage de 10 à 12 milliards de dollars américains. À l'époque, ça signifie si nous avions ces 10 milliards additionnés aux 5 milliards de budget qui étaient connus, on aurait eu des budgets de l'ordre de 15 milliards. Qu'est-ce qu'on n'allait pas faire? Ça signifie qu'à l'époque, il y avait plus ou moins 12 milliards qui étaient détournés chaque année. C'est pour ça que l'ancien régime peut se permettre de dire que je ne me bats plus pour ma famille, parce que c'est déjà fait. 10 milliards chaque année pendant 18 ans, ça vous fait combien de milliards? Avec ça, votre famille ne peut plus souffrir. Il a raison de dire qu'il ne se bat plus pour sa famille. Maintenant, il se bat pour reconquérir et continuer à engraisser sa famille. Et comment aussi les institutions, le pouvoir de Kinshasa peut se tromper que Kabila serait à Goma, il n'a jamais été à Goma, et on se précipite à lever ses immunités. Mais si on a levé les immunités, ce n'est pas uniquement pour sa présence à Goma. Présence avérée, documentée. Aujourd'hui, il peut le dire, mais aujourd'hui, ça signifie qu'il y a des moments où on passe inaperçu, mais les services de renseignement sont suffisamment informés, ils ont suffisamment d'éléments. Donc, de ce point de vue, nous, peut-être, nous n'avons pas vu ces éléments. Il avait peut-être choisi de passer là discrètement. C'est des choses qui arrivent. Ainsi de suite. Donc, ça, si on a levé ces immunités, ce n'est pas pour le seul fait. Aller à Goma n'est pas un problème. Il y a des Congolais qui passent par le Rwanda, qui arrivent à Goma, peut-être parce qu'ils ont de la famille. D'autres Congolais qui quittent Goma. Ils passent par le Rwanda, par le Burundi ou même par l'Ouganda. Donc, ça signifie que le fait d'aller à Goma n'est pas une infraction. Mais lui, s'il va à Goma, c'est pour aller alimenter l'insurrection. C'est pour aller alimenter les mouvements rebelles. Et pour ça, c'est pour ce seul fait-là qu'il a été, en fait, pas encore condamné, qu'on a levé les immunités. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'est rendu à Goma. Il y a eu les prêtres, les pasteurs qui se sont rendus à Goma. Ils sont allés à Goma, ils continuent à vivre avec nous ici. Personne ne les a condamnés. Mais lui, ses immunités ont été levées. Pourquoi? En sa qualité d'ancien président de la République élu, au regard de la loi, il devait observer la loyauté, le patriotisme et le droit de réserve. Il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Il se doit de soutenir les institutions légalement établies. Mais lui, il soutient l'insurrection, il soutient les rebelles. Voilà pourquoi il est sanctionné. Voilà pourquoi c'est l'auditeur militaire qui se charge de son cas. Parce que ce ne sont pas des affaires civiles, c'est des affaires militaires. C'est des affaires militaires. Là, vous ne voyez pas qu'on viole la loi sur les anciens, la loi portant sur les anciens présidents de la République, qui les protège. Si aujourd'hui il y a poursuite judiciaire, on ne violerait pas cette loi. Mais je crois que hier, j'ai eu le privilège de suivre sur une radio de la place un sénateur, le sénateur Bokichu. Il a expliqué les méandres pour arriver à lever ces immunités. Ils ont mis en place, il y a eu d'abord le réquisitoire de l'auditeur général. On a appelé l'auditeur général pour s'expliquer. L'auditeur général a donné suffisamment d'éléments, des éléments légaux sur lesquels il fondait son réquisitoire et pourquoi il sollicitait la levée d'immunité. Pourquoi s'est-il adressé simplement au Sénat et non pas, comme certains semblent le penser,
qu'il fallait que ce soit le Congrès. La Constitution, en son article 119, dit clairement, énonce clairement les points pour lesquels le Congrès se réunit. Ce cas-là de lever les immunités d'un sénateur à vie ne sont pas repris dans la Constitution. Donc, vouloir réunir le Congrès pour lever les immunités d'un sénateur à vie allait être anticonstitutionnel. Donc, ils se sont basés sur la Constitution, l'article 119. Ils se sont basés sur d'autres articles, notamment 104, 107 de la Constitution. Ils se sont basés sur leur règlement intérieur et ils ont analysé, ils ont mis en place une commission qui a analysé minutieusement et sans complaisance le réquisitoire, la demande de l'auditeur, et c'est se basant sur la loi et rien que la loi. Pas sur une injonction de qui que ce soit, pas sur les obligations, je ne sais pas, tribales ou bien régionales. Les sénateurs, 88, c'est 96, c'est plus que la majorité absolue. Vous ne pensez quand même pas que tous les sénateurs ont été corrompus. C'est une chambre d'enregistrement. Ils ont enregistré quoi? Chambre d'enregistrement quand on s'en prend en lui. Mais quand on s'en prend à un ministre, ça se passe bien, ministre du gouvernement, là, la chambre... Et on peut seulement servir un seul homme. Non, mais on sert qui? Vous pensez que l'Assemblée nationale sert un seul homme? Les lois qui sont analysées, les lois qui sont votées au Parlement, vous pensez que c'est pour servir un homme? Mais donnez-vous la peine d'aller voir les lois qui sont votées au Parlement et vous vous rendrez compte que c'est des lois qui concernent toute la République. Il n'y a pas une seule loi qui est votée uniquement pour le président de la République ou quoi que ce soit. Donc les lois qui sont votées, c'est pour l'intérêt national. Il a fait un clin d'œil au dialogue de Doha. Et lui, il s'en tient plus, il apporte son soutien plus net au dialogue de A5O et SSC. Vous avez un mot à placer? Bon, un mot à placer. Le premier mot que je me pose, enfin, sur lequel je réfléchis à haute voix. Pourquoi M. Kabila n'est pas ici en République démocratique du Congo? Il est en exil. Mais qui l'envoie en exil? Les régimes de Kinshasa. Est-ce que avez-vous appris avant qu'il ne puisse aller dans son errance? Avez-vous appris qu'on était en train de le malmener au niveau de la justice ou quoi que ce soit? C'est lui-même. Mais quand ses proches Kabila traqué, Yannick Kabila traqué, ses collaborateurs Chadari traqué, vous voyez que déjà c'est sa propre personne qui était en danger. Non, mais parce que vous avez dit qu'il joue de certaines immunités comme sénateur à vie. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui se sentent traqués, ce sont des gens qui ont des problèmes avec la loi, avec la justice. C'est simplement ça. Vous et moi, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, si vous enfreignez la loi, c'est normal qu'on puisse vous traquer, entre guillemets. On ne va même pas vous traquer. On va simplement vous reprendre par rapport à ce que la loi dit. Donc, il n'y a pas que les anciens dignitaires de son régime ou les gens qui sont proches. Quand vous allez dans les cours et tribunaux, vous allez à la cour de cassation, vous verrez que tout le monde indistinctement, que ce soit les gens qui appartiennent à notre régime ou au régime passé, qui sont traqués dès lors qu'ils enfreignent la loi. Vous avez appris qu'il y a certains ministres, on peut parler, je peux citer à titre d'exemple Tony Mwaba. On peut parler du cas de l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo. Il n'était pas de l'ancien régime. Il y a certains de notre régime qui ont fait la prison. Pourquoi on ne dit pas que ceux-là ont été traqués? Ils sont allés en prison, ils ont quitté la prison, ils continuent à servir le président de la République pour certains qui sont de notre régime, parce qu'ils savent que oui, nous sommes allés répondre devant la justice pour des faits qui nous étaient reprochés, nous sommes allés nous présenter devant la justice, nous avons présenté nos éléments de défense, si la justice nous acquitte, ok, nous continuons notre vie normalement. Quand quelqu'un est interpellé par la justice, et la loi dit qu'il est considéré, comment on dit encore, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est ça le principe en droit. Donc si on vous interpelle, cela ne veut pas dire que vous êtes coupable. On vous interpelle parce qu'il y a des faits qui vous sont reprochés. Quitte à vous de venir vous défendre. Le Sénat l'a même invité à venir se défendre. S'il était venu se défendre et donner des éléments qui prouvent à suffisance qu'il n'est pas de mèche avec les rebelles, qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui sont en train de tuer, il serait posé normal. Et lui, il a plutôt choisi d'être un oiseau errant
à travers l'univers. Merci beaucoup, Alemou. On a abordé notre volet de cet entretien. C'est le sujet affaire Moutamba, le ministre de la Justice, qui est dans les viseurs de la justice. Le procureur près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, demande à l'Assemblée nationale de lever les immunités du ministre de la Justice pour un présumé détournement de 19 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de gré à gré pour la construction de la prison de Sangani. Vous êtes spécialiste en ce qui concerne la passation de marché des grés. Ça se passe comment? D'abord, là, je suis très heureux que vous puissiez en parler. Oui. Ça démontre tout ce que vous veniez d'annoncer tout à l'heure, qu'on était en train de traquer les proches de Kabila. Donc, vous voyez que là, dans le viseur de la justice, il y a même le ministre de la Justice. Est-ce qu'il a... non, le ministre Moutamba s'est attaqué à toutes ces personnalités? Non, ce n'est pas un problème de s'en prendre aux personnalités. Comme ministre de la Justice, il a des attributions. Il peut donner injonction à certains procureurs pour poursuivre des faits avérés ou bien des faits pour lesquels il y a soupçon de détournement ou de méfaits. Ça, il est dans ses droits. Mais maintenant que lui aussi est soupçonné, je pèse bien le mot, il est soupçonné. Il est ministre de la Justice en fonction. Donc vous voyez qu'on demande tout ce que Kabila venait de dire, qu'on s'en prend aux gens de son régime, il y a mauvaise gouvernance, ainsi de suite. Là, c'est un ministre en fonction pour lequel il y a quelques soupçons. Et maintenant, le procureur près la Cour de cassation, le procureur général, se saisit de ses obligations. Il écrit à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 166, il écrit pour demander que l'Assemblée nationale l'autorise à poursuivre le ministre de la Justice pour lequel il y a quelques soupçons. Donc vous voyez que là, nous sommes vraiment en pleine démocratie. Il y a ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Le procureur s'est saisi, il écrit à l'Assemblée nationale, le ministre qui était en mission à Kalemi est rentré, il a d'ores et déjà dit que je me plierai à cet exercice démocratique et républicain. Si je suis invité, je vais aller répondre, je vais présenter mes moyens de défense. Donc, c'est vraiment ça la beauté de la démocratie, c'est ça la séparation de pouvoir. Donc, vous voyez que même un ministre de la Justice en fonction, il peut, dans le cas où il est soupçonné, on demande qu'il soit poursuivi. Quoi de mieux? Maintenant, je reviens au problème qui est soulevé. Voilà. Comme expert en passation de marché, maintenant là, je veux parler comme expert en passation de marché. Il y a une loi dans la bouche. Un peu d'eau dans la bouche, mais il y a une loi qui régit les marchés publics en République démocratique du Congo. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Que dit son article 17? Excusez-moi un peu. L'article 17 dispose que les marchés sont passés par appel d'offres. Là, c'est le principe. Et son alinéa 2 dit ils peuvent être exceptionnellement passés de gré à gré selon les dispositions légales. C'est le principe appel d'offres. Le gré à gré, il est aussi légal, mais c'est une exception. Je voudrais vraiment bien que nos téléspectateurs qui nous suivent comprennent que dans le cadre des marchés publics, il y a une loi qui, en son article 17, dispose que le principe, c'est l'appel d'offres, et le gré à gré, c'est une exception. Donc, le gré à gré est légal. Très bien. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est très important parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on parle du gré à gré, c'est que le gré à gré, c'est n'importe quoi, c'est pas légal. Le gré à gré est légal. Article 17. Mais dans quel cas procéder au gré à gré? C'est là toute la question. Quand vous allez toujours dans la même loi, l'article 41 définit ce que c'est qu'un marché de gré à gré. C'est un marché qui est passé sans appel d'offres. Maintenant, en son article 42, on dit dans quelles conditions, dans quelles circonstances passer par le gré à gré. Premièrement, il faut que ce soit un marché qui fait recours à des licences, droits exclusifs, ainsi, ou un brevet d'invention. Si moi j'ai inventé quelque chose et que vous voulez recourir à ça, comme j'ai le brevet d'invention, vous recourez uniquement à moi, pas c'est moi l'inventeur ou c'est moi qui détiens les droits exclusifs.
D'autres cas, c'est quoi? C'est pour des raisons techniques. Je vais peut-être descendre un peu plus bas pour permettre même à la maman qui vend les beignets dans le quartier puisse comprendre. Vous savez, dans un quartier, dans votre quartier, vous avez peut-être une maman qui prépare très bien les beignets. Tout le monde est client. Chaque soir, tout le monde va acheter les beignets là-bas. Donc, c'est pour des raisons techniques parce que Alambaka, Manani, Mikate, très bien. Mais tout le monde est fan de ça. C'est pourquoi on dit qu'on peut recourir au gré à gré pour des raisons techniques ou bien artistiques et que cela soit détenu par un seul prestataire. Parce que s'ils sont plusieurs, s'ils sont nombreux, je donne un exemple, si on veut construire une route, on veut par exemple pour les routes en terre utiliser des produits qu'on appelle des produits de stabilisation. Il y a des inventeurs de plusieurs produits de stabilisation, mais il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un seul produit de stabilisation. En ce moment-là, on va les mettre tous en compétition parce qu'il existe plusieurs produits. Mais s'il n'y avait qu'un seul produit qui est couvert par un droit d'invention, en ce moment-là... Des fois, il y a toujours d'autres compétiteurs qui sont favorisés. Non, je ne parle pas encore, moi je parle du cas de gré à gré. Là, vous parlez de favoritisme, ce n'est pas le gré à gré, c'est autre chose. Là, on est dans l'appel d'offres. Il y a peut-être des dérives, de mauvaises pratiques pour favoriser quelqu'un. On n'est pas dans ce cas, nous parlons d'abord du gré à gré. Pour des raisons techniques ou artistiques, on choisit de recourir au gré à gré si ce prestataire est unique. Troisième raison, il faudra que ce soit le cas d'un entrepreneur, d'un prestataire ou bien d'un fournisseur qui a gagné normalement le marché par appel d'offres, maintenant qui n'arrive pas à accomplir le marché et pour des raisons d'urgence, et là on parle d'urgence impérieuse, en ce moment on recourt à un autre entrepreneur, fournisseur ou prestataire pour venir finir un marché qui avait déjà commencé. Vous comprenez? Donc il y a un marché qui a commencé, la personne qui avait gagné le marché, le candidat ou bien le titulaire du marché est défaillant. En ce moment-là, tenant compte de certaines urgences, on recourt à quelqu'un d'autre qui vient finir ce marché. Alors Moukona, nous allons revenir avec force détail sur ce sujet à ce qui concerne la passation de... J'avais juste deux petits points à terminer. Oui, allez-y rapidement. Ça c'est pour finir. Oui, et puis, quatrième cas, c'est on dit il y a des cas de force majeure. Des cas imprévisibles, des cas d'urgence impérieuse, tels que quand ça arrive, le temps de passer l'appel d'offres, c'est pas possible, ça n'ira pas, il faut une intervention immédiate. Je donne le cas de la Covid. La Covid frappe, il y a des gens qui sont en train de mourir, il faut acquérir des vaccins. Si vous lancez un appel d'offres, l'appel d'offres généralement peut vous prendre 3-4 mois, parfois ça va plus loin à 9-10 mois, dans les cas où un marché déclaré infructueux. Donc vous voyez, tout ce temps-là, si vous devez attendre 4 mois, 5 mois, les gens vont mourir en cascade. Là, ça impose une intervention immédiate. Là, vous commandez directement, vous connaissez un fournisseur, un bon fournisseur de vaccins et même des masques, on en a vu. Vous commandez pour sauver des vies. Pourquoi? Parce que ça demande une intervention immédiate. Donc, et puis il y a le cas des marchés spéciaux, les marchés de l'armée et autres. Nous allons y revenir. On y reviendra. Dans des émissions plus élaborées. On pourra voir est-ce que le cas dont le ministre Moutamba est accusé, on va analyser à la lumière de la loi et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Voilà, on me fait signe que nous avons épuisé notre temps pour cette émission, mais... je vous pose la toute dernière question, c'est concernant Matata, qui écope de 10 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Un mot en 30 secondes. Matata n'est pas de notre régime, il appartient au régime passé, comme le prof Lozo Lobambi avait dit. Vous voyez, déjà c'est un cas avéré de quelqu'un qui a géré 90 millions pour le marché international de Kinshasa, 90 millions sortis des caisses de l'État et pour lesquels rien n'est fait. 90. Et puis il y a l'autre cas de Bukangaloz au parc agro-industriel qui devait nourrir les Congolais et qui sombre. Pourquoi? Parce que quelqu'un sur 285 millions de dollars qu'il a eu à gérer, on a pu retracer à peu près que 34 millions, le reste s'est envolé. Un monsieur pareil, comment voulez-vous qu'il ne soit pas jugé dès lors qu'il a détourné visiblement les fonds publics? Il était en Guinée, lui-même s'est permis de dire, de clamer tout haut que je rentre dans mon pays pour affronter la justice. Et dès lors qu'il se présente devant la justice, il cherche des dilatoires pour pouvoir s'échapper. Il s'avérait qu'il est en fuite.
On apprend qu'il est... Mais il a lui qui est revenu dans le pays, il se permet de fuir. Donc, c'est des cas qu'il faut, mon frère, monsieur le journaliste, qu'il faut décourager. Donc notre régime actuel, c'est justement de décourager, de lutter contre la corruption, de lutter contre les antivaleurs, de lutter contre les cas de corruption, de détournement, tous ces cas que nous avons condamnés dans le passé quand nous étions dans l'opposition, nous devons les combattre aujourd'hui. Voilà pourquoi quand quelqu'un appartient à notre régime ou à un autre régime, dès lors que tu as détourné, tu passeras devant la justice sans état d'âme. Et c'est ça qui va faire que le Congo va renaître et le Congo sera à nouveau fréquentable. Surtout qu'on est en train de chercher à établir, à conclure un deal avec les Américains. Il faudra que nous soyons sérieux. Merci beaucoup Alain Mukuna d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation, surtout que le plateau a totalement changé. Oui. Ça me fait plaisir, j'aime le beau, j'aime le vrai, j'aime ce qui avance, ce qui va de l'avant. Et très sincère félicitations, monsieur le journaliste, à vous et à votre chaîne. Merci beaucoup, Ale Mukuna. Les amis, ça n'est complètement fini pour ces numéros de la grande interview. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Ale Mukuna, qui est analyste politique et cadre de l'UDPS. Avec lui, nous sommes passés au crible de l'actualité de l'heure. Donc, les discours de Kabila, les non-dits, les décryptages. Nous avons parlé de l'affaire Mutamba, l'affaire Matata, qui est 10 ans de travaux dans cette émission. À vous de tirer les leçons dans cette émission. Donc, quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.